il est bien content, Napoléon, au printemps 1804. Ça va, il est à la cime des cimes, il est plus que roi, il est empereur, et en plus il s'est débarrassé de Moreau. Moreau, c'est quelqu'un qui n'avait pas cessé de guetter depuis des années, surtout depuis Hohenlinden. Vous vous rappelez qu'en fait c'était Moreau qui avait gagné la campagne contre l'Autriche, Marengo n'avait rien décidé, c'est Hohenlinden qui avait décidé des choses, l'Autriche n'avait traité à Lunéville que parce que Moreau l'avait écrasé à Hohenlinden, ça embêtait beaucoup Napoléon. Comment est-ce qu'il a fait? Il l'a impliqué dans le complot de Cadoudal, de la manière la plus abusive. Il est tout à fait évident aujourd'hui que Moreau n'était pas du complot de Cadoudal, mais Napoléon a dit plus tard à Bertrand, quand il était à Sainte-Hélène, il lui a dit, comme ça, grâce au complot Cadoudal, il est hors de course, sans cela, il m'eût beaucoup gêné. Donc, il n'y a plus de Moreau, tout va bien. Pour un homme comme Napoléon Bonaparte, n'oubliez jamais que ce n'est pas son nom, il s'appelle Napoleone Bonaparte, et il a arrangé, francisé ce nom du moment que la France est devenue son terrain de chasse. Eh bien, pour un homme comme lui, l'élévation ne va pas sans les marques extérieures de la grandeur. Et il confond grandeur et grandiose. Or, grandiose, vous savez, ça veut dire la grandeur imitation, quoi, la grandeur en simili. Déjà, lorsqu'il avait été nommé premier consul à Vie, il avait commencé à organiser autour de lui une petite cour. Il y avait la cour des Tuileries, puis il y avait une petite cour annexe à Saint-Cloud, qui était pour ainsi dire son Trianon personnel. C'était encore modeste, il y avait 4 dames d'honneur, et il n'y avait pas encore d'écuyers, non, mais il y avait des valets en livrée. Les livrées avaient commencé à apparaître dès 1802. Mais maintenant que le ménage du caïd et de la demi-mondaine est devenu leur majesté, il est indispensable de mettre les choses sur un autre pied. D'où cette extraordinaire parade, une grande parade, une géante, une énorme, une clinquante parade foraine qui va être organisée par Napoléon autour de cette dignité qu'il s'est à lui-même attribuée. Regardez comment ça se passe. 24 dames du palais, plus des dames d'Atour, plus des dames d'Annonce, un premier chambellan, avec 4 chambellans ordinaires, un premier écuyer, et ces 4 écuyers cavalcadours, le préfet du palais, le grand maître des cérémonies. Qu'est-ce qu'on fait des ex-consuls? Puisque maintenant il est tout seul. Il n'est plus premier consul, il n'y a plus de consul. Alors Cambacérès va devenir archi-chancelier, et Lebrun va devenir archi-trésorier, ce qui ne représente en fait rien. Je me trompe en disant rien, car ça représente des émoluments considérables. Puis pourquoi archi? Je crois par similitude avec la hiérarchie céleste. Enfin, tout le monde sait qu'au-dessus des anges, il y a les archi-anges qu'on appelle les archanges. Alors de même, eux deviennent archi-chanceliers et archi-trésoriers. Ils ont droit au titre de l'Altesse Sérénissime. Et puis il y a toutes sortes de grands à côté. Il y a le grand électeur, qui est Joseph. Ça rappelle un peu le titre qu'avait voulu se faire donner Sieyès et dont Bonaparte jadis n'avait pas voulu. Bon, Joseph est grand électeur. Il y a un grand connétable, qui est Louis, les 2 frères. Il y a un grand amiral. Celui-là, il curieusement choisi, c'est Murat. Murat qui a épousé Caroline, donc c'est le beau-frère. On ne le voit pas très bien en amiral, étant donné qu'il est un sabreur, enfin c'est un cavalier. Bon. Puis il y a un gros aumônier. Le grand aumônier, c'est l'oncle Fesch, dont je vous ai déjà parlé, l'oncle Fesch qui était son demi-oncle, si vous voulez, et qui n'avait que 6 ans de plus que lui. Puis il y avait un grand chambellan qui s'appelle Talleyrand. Tout ça composait un assez joli carnaval permanent, réglé par un protocole très sévère, 819 articles d'étiquette sur lesquels Bonaparte, Napoléon, je veux dire, s'était penché avec amour. C'était lui qui avait rédigé de sa main, il écrivait, Dieu sait mal, je vous en parlerai, il avait rédigé de sa main les articles et étiquettes. Et il était à l'affût des étiquettes anciennes, bien sûr, il fallait calquer ça sur la cour de Louis XVI, mais quand il est allé au mariage d'Eugène en Bavière, il s'est aperçu que les dames bavaroises faisaient ce qu'on appelait la grande révérence. Alors il a trouvé cette grande révérence excellente pour l'importation, et la grande révérence bavaroise va venir dans le palais. Il insiste beaucoup aussi sur la tenue des gens, et notamment sur la tenue de ses généraux. Car presque tout de suite après sa désignation comme empereur, il a promu 18 de ses généraux, il les a promus maréchaux. Maréchal avec le titre de Monseigneur. Pourquoi? Parce qu'il se méfie de ces gens, je vous l'ai assez dit. Il n'y en est pas un seul d'entre eux qui ne se crut des mêmes droits que moi, disait-il. Alors comme il veut se faire appeler par eux sire, alors que plusieurs d'entre eux le tutoyaient jusqu'à présent, pour que ça leur soit moins difficile de l'appeler sire, ils se font appeler eux Monseigneur. Et il leur imposera de ne paraître à la cour que dans ce qu'il appelle, je crois que ce n'était pas de sa création, c'était un mot du temps assez ridicule, l'habit habillé. Quand on va à la cour, on porte un habit habillé. Eh bien, les maréchaux ont interdiction d'apparaître en costume militaire. Ils doivent porter eux aussi l'habit habillé, c'est-à-dire la culotte de soie blanche et un habit avec des ramages, enfin toutes sortes de décorations, afin qu'ils soient totalement confondus avec les autres courtisans. C'est toujours son obsession. Il ne faut pas que les maréchaux apparaissent comme des militaires dangereux, comme des porteurs d'épée. Alors on leur enlève leur épée pour qu'ils entrent aux Tuileries. Ils devront être là exactement sur le même plan. Lui seul aura le droit au costume militaire dans les grandes cérémonies.
il apparaîtra avec un petit costume qu'il a choisi, vous savez, le costume de colonel de ces chasseurs de la garde, enfin ce fameux costume historique. Ben, les voilà bien installés, mais ce qu'il faut, c'est que des grands noms appartiennent à la cour. Rendez-vous compte que ce Napoléon Bonaparte, qui est un tout petit Corse, un tout petit noble Corse, éprouve une espèce de fascination à l'égard de ce qu'il appelle lui-même, curieusement, les grands noms. La noblesse qu'on appelle authentique, il faudrait remonter pour voir, cette noblesse-là le fascine toujours. Involontairement, quelque chose en lui se met, sans qu'on le voie, au port d'armes devant les grands seigneurs. Notez bien qu'il y avait une difficulté depuis l'affaire Enghien. J'en ai parlé très rapidement la dernière fois. Il avait fait exécuter le duc d'Enghien en mêlant son nom comme celui de Moreau au procès de Cadoudal, alors qu'il paraît à peu près certain qu'il n'en était pas, ce duc d'Enghien. Pourquoi l'avait-il tué? Il l'avait tué parce qu'il voulait devenir un César tricolore. Parce qu'en tuant un personnage de la famille de Bourbon, il rassurait les gens qui se disaient « mais c'est la monarchie qui est rétablie, attention, c'est peut-être quelque chose comme le régime des Bourbons. Par conséquent, les acquéreurs de biens nationaux vont se trouver menacés. » Pas du tout. Moi, Napoléon, je tue un Bourbon, par conséquent, soyez tranquilles, jamais il y aura de rétablissement de la monarchie. Mais alors, les grands noms, justement, les grandes familles, qui étaient presque tous des royalistes ralliés, pouvaient prendre ça horriblement mal. Vous comprenez que Bonaparte ait tué un certain nombre de républicains, qu'il ait fait fusiller des femmes comme à Caen, ça n'a aucune importance, c'est des petites gens. Mais toucher un Bourbon, c'est épouvantable. Aujourd'hui encore, il y a des historiens de bonne compagnie, vous savez, ceux qui sont bien, enfin les bien-pensants, qui disent que sur ce règne admirable de Napoléon, il y a tout de même une tache de sang. Enfin, c'est la tache Bourbon. Ça, c'est une tache ineffaçable. Et lui-même, il y pensera encore, il se défendra encore quand il sera à Sainte-Hélène, d'avoir osé toucher un Bourbon. Enfin, ça faisait partie du plan. Et bien, qu'il se rassure. Et du reste, il était rassuré d'avance. Il se doutait bien que ce n'était pas ça qui allait empêcher les ralliements de royalistes. Du moment qu'il établissait une cour avec des préséances, une cour avec des fauteuils et des tabourets, vous savez, une cour aussi avec des émoluments attachés au grade, et de beaux émoluments. Ben, il est tout à fait certain que les grands nobles allaient venir. C'est drôle de voir par exemple comme Madame de Staël a réagi là-dessus. Madame de Staël racontera plus tard, dans ses 10 ans d'exil, elle était à Berlin lorsqu'elle a appris l'épouvantable assassinat du duc d'Enghien. Ça lui a coupé le souffle, enfin elle est devenue hystérique de souffrance. Non, c'est pas vrai du tout, c'est ce qu'elle a raconté plus tard. Nous possédons maintenant les lettres qu'elle écrivait à Joseph le frère. Depuis des années, elle desséchait de rentrer en grâce auprès de Napoléon. Napoléon ne voulait pas d'elle, il l'a trouvé insupportable. Alors quand elle apprend que Napoléon a fait tuer le duc d'Enghien, elle écrit une lettre extrêmement séductrice à Joseph et dit « Puisque l'empereur maintenant vient de se couper brutalement avec la droite, ben, il devrait se rapprocher des gens un peu libéraux comme moi. Grâce au sang du duc d'Enghien, elle essaye une glissade sur la flaque de sang dans la direction de Bonaparte. Ça ne réussira pas. » Il y en avait un qui a pris la chose au tragique, c'était Chateaubriand. Chateaubriand, dont le royalisme était pourtant de fraîche date, il l'avait appris auprès d'une de ses maîtresses, Madame de Custine. Mais comme il était insatisfait de la situation qu'on lui donnait, vous savez qu'on avait voulu l'envoyer dans cette république de marmotte, comme il disait, qui s'appelait le Valais, il a démissionné. Il a dit qu'il avait jeté sa démission à la face du tyran, c'est pas exactement comme ça qu'il a fait, mais il a tout de même démissionné. C'est écrivant à Talleyrand, disant du reste que la santé de Madame de Chateaubriand ne lui permettait pas d'affronter un climat aussi pénible, aussi cruel que celui du Valais, mais il s'était imaginé qu'il allait être suivi d'un très grand nombre de royalistes qui allaient refuser de servir dorénavant un usurpateur couvert du sang royal. Il est tout seul, le malheureux Chateaubriand. Personne ne le suit. Et alors il écrira dans ses mémoires une phrase pleine d'amertume à ce propos. Il disait « Les personnes tombées », et il entend par tomber celles qui se ralliaient, qui quittaient le royalisme pour venir faire la cour à Bonaparte. Les personnes tombées prétendaient avoir été forcées. Et on ne forçait, paraît-il, que ceux qui avaient un grand nom et une grande importance. Si bien que chacun, pour prouver son importance et ses quartiers, obtenait d'être forcé à force de sollicitation. C'est drôle, en effet, de voir les noms que Bonaparte s'annexe comme ça. Vraiment de très grands noms. Pensez la duchesse de La Rochefoucauld, c'est presque aussi bien qu'une Montmorency. La duchesse de La Rochefoucauld est maintenant une grande personne de la cour. Il y a mesdames de Bouillé, de Ségur, de Chevreuse, de Mortemart. Comme chambellan, vous avez messieurs de Beaumont, Galard de Béarn, Hector de la Feuillade, enfin tout ce qui se fait de mieux. Vous avez le comte d'Audenarde, qui est un écuyer cavalcadour, et puis un Rohan, Monseigneur Ferdinand de Rohan, qui est archevêque de Cambrai, comme Fénelon, hélas, va solliciter le poste de premier aumônier. Napoléon apprécie, d'une part, ça il faut le reconnaître, il apprécie ces virtuoses de la courbette, enfin ces gens savent y faire. Puis d'autre part, il a une double idée, une idée politique, il va les tenir à sa botte, ces royalistes, et d'autre part, une idée personnelle, la satisfaction de parvenu, vous savez, du petit bonhomme qui tout à coup se voit adulé par ces grands personnages. D'autre part, il va être très gentil avec les émigrés.
Je ne vous ai pas encore cité une phrase amusante de monsieur, amusante, involontairement amusante, de monsieur Madelin à propos des émigrés, qui disait il y avait 100 000 Français qui avaient émigré en 1800. C'était un dommage mortel, entre guillemets, hein, un dommage mortel pour la France que ces émigrés ne fussent pas là. Dommage mortel parce que qu'est-ce que c'est que les émigrés? C'était des châtelains. Un dommage mortel parce que si le châtelain est absent, les structures sociales sont en décomposition. Bonaparte le savait très bien, il avait besoin en effet de structures sociales extrêmement dures, et il va faire revenir un par un ces châtelains. Je vous ai dit déjà qu'on a essayé de les indemniser du côté de Saint-Domingue, ça n'a pas marché, parce que l'expédition a avorté. Savez-vous comment on va les indemniser? Car à presque tous, on va rendre ce qu'ils ont perdu par les nationalisations de la Révolution. Eh bien, au moyen des forêts domaniales. C'est-à-dire les forêts de l'État, on fera des coupes et on versera le prix des coupes à ces indemnités, sous forme d'indemnité à ces émigrés pour qu'ils ne se trouvent pas plus mal qu'avant. Une idée qu'il a eue tout de suite, Bonaparte, avant même le sénatus consul qui fait de lui un empereur, c'est de se faire sacrer par le pape. On le voit qu'il en parle dès le 10 mai à Caprara. Caprara, c'était ce légat, ce légat du pape qui plaisait à tout le monde parce que ses mœurs c'était facile, vous savez, comme dit le valet de chambre Constant. Le 10 mai, vous entendez, c'est le 10 mai au soir, alors que le sénatus consul de l'Empire sera du 18 mai, le 10 mai au soir, déjà, Caprara, dans sa correspondance diplomatique, écrit au souverain pontife en disant « Napoléon, qui va bientôt être empereur, désire être sacré par votre sainteté. » À quoi ça correspond, ça, dans sa pensée? Ah ben, des tas de raisons. D'abord, il veut que ça fasse super royal. Je vous ai déjà dit qu'il était roi plus que roi, puisqu'il est empereur, et qu'un empereur, enfin, ça a plus de majesté, plus de dignité encore qu'un roi. Et il ne veut pas se faire sacrer comme faisaient les rois, misérablement, enfin modestement, dans une cathédrale de province et par un archevêque subalterne. Lui, il faudra que ce soit à Paris. Et d'autre part, que ce soit par le pape. C'est-à-dire qu'il dépassera même Charlemagne, auquel il se réfère maintenant beaucoup. Charlemagne s'est tout de même déplacé, il est allé à Rome, non pas question. Napoléon ne se déplace pas, c'est le pape qu'on fait venir. Le pape, qu'est-ce qu'il peut faire? On vient encore de lui prendre un morceau de territoire en plus. Occupation de Ancône, vous savez, sur l'Adriatique. Il est terrifié, il ne cessera pas d'être terrifié jusqu'en 1813, quand il verra que ça va mal pour Napoléon. Et il a été sifflé, vous savez exactement, sifflé. Dans sa lettre du 10 mai, dans la lettre de Caprara, il y avait ceci. L'empereur, enfin c'est le futur empereur, désire que sa sainteté vienne le sacrer, et il n'acceptera aucune excuse. C'est dans le texte. Il n'acceptera aucune excuse. Ça veut dire que si le pape prétexte quoi que ce soit en disant je ne peux pas venir, il y a ma santé, etc., ça sera considéré comme une offense et on le paiera très cher, c'est-à-dire par une nouvelle amputation de territoire. Par conséquent, le pape ne peut qu'obéir. La façon dont il sera reçu est singulière. Napoléon ne veut pas paraître inférieur au pape. Il n'est inférieur à personne. Alors il va aller à sa rencontre en feignant de ne pas aller à sa rencontre. Il sait la route que le pape va prendre, avec son cortège de voitures. Il a un château à Fontainebleau. Il chasse de temps en temps autour de Fontainebleau. Alors il va s'arranger pour créer un jour de chasse, pour organiser un jour de chasse, le jour où le pape va entrer en forêt de Fontainebleau, et on le rencontrera comme par hasard, tiens, c'est vous là, à un carrefour. Il pleuvait, il y avait de la boue, il y avait la meute des chiens. Alors vous vous rendez compte, il y a d'un côté Napoléon avec ses chiens, avec ses maréchaux, avec ses gens, puis il y a le pape qui arrive dans sa berline, enfin dans son carrosse, là dans la boue, le pape descend de sa berline entouré des chiens qui jappent, marchant de ses mules blanches dans la boue. Il va dans la voiture de Napoléon, mais dans la voiture de Napoléon, Napoléon conserve la droite et met le pape à sa gauche. Puis il l'amènera à Paris, il va l'installer aux Tuileries, fait très très convenablement installé, mais il va le faire attendre le jour du sacre d'une manière honteuse, il faut bien le dire. Le jour du sacre, le 2 décembre 1804, il va dire au pape qu'il faut qu'il quitte les Tuileries à 9h du matin, afin de se tenir prêt pour l'accueillir lui. Et lui, Bonaparte, Napoléon, il ne partira qu'à 11h du matin. Pendant 2 heures, dans l'église Notre-Dame de Paris, le pape attendra dans cette église glacée la bonne volonté du souverain. Par ailleurs, on nous raconte, il y a certains historiens qui le disent encore aujourd'hui, que le pape s'attendait, on l'avait fait venir pour ça, quoi, à couronner Napoléon. Mais pas du tout, il ne s'y attendait pas, il était prévenu. Nous avons le papier, la note diplomatique. Le pape savait parfaitement que l'empereur n'accepterait pas d'être couronné. On lui demanderait au pape de faire ses petits gestes rituels et magiques sur la couronne, mais cette couronne, Napoléon la prendrait lui-même et se la mettrait sur la tête, et puis la poserait ensuite sur la tête de l'impératrice. Tout ce qu'il avait demandé, le malheureux souverain pontife, c'est que le compte-rendu officiel n'en parla pas, c'est qu'on ne donna pas ce détail dans le moniteur. La cérémonie, quelques détails là-dessus. Je ne suis pas tellement amateur, vous savez, des détails pittoresques. C'est intéressant, c'est de regarder le fond des choses, mais là, il y a des choses instructives tout de même.
D'abord, Notre-Dame de Paris, Napoléon n'aime pas beaucoup ça. Il n'aime pas, parce que Notre-Dame de Paris, c'est gothique, c'est ancien. Enfin. Alors il va transformer Notre-Dame en une espèce de théâtre. On va cacher, masquer ces colonnes, enfin qui ne disent rien, un homme comme lui, avec du carton doré. C'est donc une Notre-Dame en carton dans laquelle tout ça va se passer. Il est venu dans un carrosse entièrement recouvert de glace, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il a exigé que sa mère y soit, il ne peut jamais obtenir quoi que ce soit de sa mère par force. Elle n'a pas voulu y aller. Elle ne veut pas y aller parce que Joséphine va être couronnée comme impératrice, qu'elle déteste Joséphine et qu'elle ne veut pas assister à une chose pareille. Cette Beauharnais, enfin toute la bande des Beauharnais, détestait les Bonaparte, mais la mère ne veut pas être là. N'empêche que si vous regardez le fameux tableau officiel du sacre qui a été commandé à David, vous direz Madame Mère au centre. Parce que Napoléon a exigé que l'histoire admite ce mensonge, que sa mère était là alors qu'elle ne l'était pas. Il y a eu un drame avec les sœurs. Les sœurs de Bonaparte devaient en principe porter la traîne, l'énorme traîne, qui pesait une 50aine de kilos, de Joséphine. Et elles avaient dit la veille au soir à Bonaparte, pas question, on ne portera pas la traîne, on ne veut pas s'humilier devant cette femme. Et il avait été obligé de taper du pied, d'entrer dans une de ses colères habituelles en disant vous allez le faire. Alors les trois sœurs qui portaient la traîne se sont entendues avec un clin d'œil, et au milieu de la cérémonie, quand elles s'avançaient pour monter vers l'autel, elles ont lâché la traîne, un instant. Ça faisait, je vous dis, 25-30 kilos. Brusquement, cette femme est tirée en arrière, Napoléon fait un regard terrible, heureusement on arrête le mouvement, l'épisode eût été assez juteux, enfin assez coquet si l'impératrice s'était écroulée au pied de l'autel. Il faut savoir aussi les paroles qui ont été prononcées. Bonaparte, Napoléon, va oser, oui je dis bien, va oser dire ceci, je jure de faire respecter les lois du Concordat, parfait. L'égalité des droits, la liberté civile et politique, je ne blague pas, ces mots sont dans le texte qu'il a prononcé. Bonaparte annonce qu'il jure de faire respecter la liberté civile et politique et l'irrévocabilité des biens nationaux, de la vente des biens nationaux. C'est un peu curieux de voir ces histoires de gros sous sur l'évangile, mais en fait c'est comme ça. Et le pape, voilà le discours qu'on lui a préparé. Dieu tout-puissant et éternel, qui avait répandu l'onction sainte sur la tête de Saül et de David, répandez par mes mains le trésor de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon, que nous consacrons, pas couronnons, que nous consacrons aujourd'hui empereur en votre nom. L'idée de Napoléon, c'était d'être, aux yeux des christicoles, comme disait Voltaire, enfin, c'est-à-dire aux yeux des imbéciles, loin du Seigneur. Il dit, je veux que sur mon règne soit imprimé le sceau de la divinité. Et une deuxième idée, c'était de jouer une farce extrême aux royalistes. Les royalistes continuaient à l'appeler l'usurpateur. Ben maintenant, il n'y a plus moyen d'appeler usurpateur quelqu'un que le pape lui-même est venu sacrer. Il y a quelqu'un qui va prendre ça très mal, c'est Joseph de Maistre. Déjà une fois, je vous en ai parlé, Joseph de Maistre, c'est un Piémontais qui est au service du roi de Piémont. Il n'y a plus de roi de Piémont maintenant, il s'est réfugié en Russie. Joseph de Maistre, en 1800, il s'était imaginé que Bonaparte allait être quelque chose comme un monk, et il serait le grand connétable, par exemple, d'une royauté revenue. Puis il s'était aperçu qu'il s'était trompé et que Bonaparte travaillait pour lui. Mais enfin, Joseph de Maistre avait continué tout de même à placer quelques espoirs dans la résistance du pape. Et je pense que vous n'avez pas oublié que Joseph de Maistre est l'auteur d'un livre, paru en 1819, je crois, qui s'appelle Le Pape. Parce qu'à ce moment-là, le pape est devenu membre de la Sainte Alliance, enfin c'est quelqu'un de bien. Mais le pape de 1804, le pape qui va sacrer Napoléon, Joseph de Maistre n'a pour lui qu'un épouvantable mépris. Oubliant que c'est pourtant à ses yeux celui qu'on appelle le vicaire de Jésus-Christ, il dit ce n'est qu'un polichinelle dénué maintenant de toute importance. L'opération a donc parfaitement réussi et le pape va naturellement demander sa récompense. Il est venu de vive force, mais il espère qu'on lui en tiendra compte, comme on dit. Toujours, c'est une affaire des légations. Il est ruisselant, il déborde de bonne volonté, le pape. Il va même inventer de proposer à Napoléon une canonisation. Rassurez-vous, pas le canoniser lui, mais il a fait trouver dans ses archives un Pierre Bonaventure Bonaparte qui est déjà béatifié. Vous savez, dans la hiérarchie ecclésiastique, enfin, il y a la béatification, on est bien heureux, puis après il y a le grade supérieur, on est saint. Alors, comme il y aurait un Pierre Bonaventure Bonaparte, on n'est pas très sûr que ce soit la même famille, mais enfin, le nom peut donner change. On pourrait le canoniser, ça ferait un avancement. Et il dit ceci, une canonisation est toujours, de la part de Rome, une faveur. Elle ne saurait être mieux placée qu'ici. Napoléon soupèse, puisqu'il dit tout de même, enfin, canonisation, avec le nombre des anticléricaux qui m'entourent, il vaut mieux pas. Alors du moins, le pape va faire autre chose, il va être d'accord pour que la Sainte Vierge disparaisse du 15 août et soit remplacée par Napoléon. De par l'autorité apostolique, la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge et celle de Napoléon seront désormais unies et à perpétuité. Pensez qu'une bourrade à la Sainte Vierge, on n'en parle plus maintenant, le 15 août, ça sera la Saint-Napoléon. Enfin, il est gentil, quoi, on ne peut pas faire mieux. Eh bien, rien, il n'obtient absolument rien, il obtient une réponse incroyablement humoristique
Quand il reparle de ces légations, Bonaparte lui fait répondre que, protecteur d'un pays étranger, il est protecteur de la République cisalpine, hein, protecteur d'un pays étranger, il n'a pas le droit, vous savez ça, pas gentil, enfin, il n'a pas le droit d'en diminuer le territoire. C'est lui qui a fabriqué le territoire de la République cisalpine en dérobant au pape une partie de ses provinces. Maintenant il dit, ah non, non, moi je ne suis le protecteur d'un État étranger, c'est pas du tout concevable, c'est pas correct, enfin, que je lui diminue son territoire. Le pape va obtenir tout de même quelques avantages pour l'Église française. Les séminaristes seront exemptés de la conscription. Ça, c'est important. Le calendrier républicain, la fiction républicaine, maintenant on ne peut plus continuer, le calendrier républicain va disparaître. Enfin, dans le concordat, il y avait les curés titulaires, il y en avait 3000 en France, qui recevaient une petite indemnité de 1000 à 1500 francs par an. Et bien maintenant, pour être gentil, parce qu'il est généreux, Bonaparte accepte de payer même les desservants. 25 000 desservants d'un coup vont être payés. 500 francs. Ah, 500 francs par an, pas plus. J'ai dit que le sénateur, ça faisait du 30 000, le tribun, c'est du 15 000, l'évêque, c'est du 10 000, bah, le desservant, 500 par mois, il se débrouillera comme il pourra. Et puis il va faire tout de même, parce qu'il sait vivre, il va faire des cadeaux au pape et à l'entourage du pape. Le malheureux pape avait traîné 5 mois à Paris, 5 mois, là, à gémir, à tâcher d'obtenir quelque chose. Alors on va le congédier en lui faisant comprendre que c'est plus la peine qu'il reste, qu'on n'a rien d'autre à lui donner, mais des cadeaux. Alors voici les cadeaux. Pour le pape, personnellement, on va donner un autel plaqué or et des instruments de culte, on va dire des objets du culte en or massif. Mais pour le chapitre, les chanoines, quoi, pour le chapitre de Notre-Dame, c'est très particulier. Napoléon fait préparer un carton, simplement un carton, avec des faveurs sans doute. Et ce carton va être porté au chapitre de Notre-Dame et on l'ouvrira en grande cérémonie car il ne contient pas autre chose que la couronne. Ah non, pas un fragment, pas une épine, non, la couronne d'épines du Christ. Un des rivets qui servait à enfoncer, à tenir la croix. Un morceau de la vraie croix et une petite fiole dans laquelle il y a du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Des reliques d'une telle valeur, on avait pensé qu'il les offrirait plutôt au pape. Mais il s'était dit que le pape devait être comme lui, c'est-à-dire préférer l'or, c'est pourquoi il lui avait donné de l'or massif. Sous la parade, maintenant, regardons un peu la réalité du régime. Ce régime dont M. Banville nous dit, époque bénie, trop bref âge d'or, et dont M. Madelin déclare s'inaugurait à ce moment-là 15 ans d'un régime tonifiant pour la France. Le régime tonifiant, écoutez Bonaparte qui en parle lui-même, c'est dans les fameuses notes dont je vous parlais, Napoléon sténographié, révélé par M. Marquiset en 1913. Je m'exclus de la première citation, elle est très vilaine, mais c'est comme ça qu'il parlait, alors on a sténographié. Les républicains, les opposants sont des gens à pisser dessus. On ne bouge pas chez moi parce qu'on ne peut pas bouger. Il écrira plus tard à Lascaz, pour gouverner vraiment, il faut être militaire. On ne gouverne qu'avec des bottes et des éperons. Il ne s'agit pas d'être aimé, dit-il encore, il s'agit d'être craint. Et il dira à son frère Louis, lorsqu'il aura fait de lui le roi de Hollande, vous gouvernez comme un capucin. Un roi dont on dit, c'est un brave homme, c'est un homme perdu. La presse, vous savez déjà ce qu'il en a fait, les journaux étaient passés de 12 à 7, et maintenant, voilà ce qu'il va déclarer à Fouché, le 18 avril 1805. Faites comprendre au rédacteur du journal des débats et du publiciste que le temps n'est pas éloigné où m'apercevant qu'ils ne me sont pas utiles, je les supprimerai, eux et tous les autres. Il n'y a plus place en France pour qu'un seul parti, le mien. Je ne souffrirai jamais que mes journaux disent autre chose que ce qui sert mes intérêts. Il va même plus loin, l'imprimer, tout imprimé qui n'est pas un imprimé officiel, lui paraît scandaleux. Et voici les paroles qu'il a prononcées très exactement le 26 mars 1806. Une chose imprimée, sans mon ordre, par le seul fait qu'elle est imprimée, constitue un appel à l'opinion, et par conséquent une indiscipline. Nous avons donc, dans le régime tonifiant, un pays gouverné à la cravache par un caporal impitoyable. L'année 1804, l'année de l'Empire, est aussi celle du Code civil. Il y a là une très jolie histoire sur le Code civil que M. Madelin s'empresse de le rapporter, à savoir que Bonaparte a stupéfié les gens qui l'entouraient, les rédacteurs du Code civil qui travaillaient sous sa direction au Conseil d'État, stupéfiés par ses connaissances. Il paraît, je vais vous lire ça, c'est du Madelin. À Aussonne, quand il était lieutenant à Aussonne en 1789, il avait été aux arrêts pour 24 heures. Là, il avait lu le digeste de Justinien, je cite, 15 ans après, discutant sur le Code civil au Conseil d'État, il laissera ses légistes stupéfiés et éblouis, en citant devant eux de mémoire des pages entières de ce digeste qu'il n'avait pas ouvert depuis Auxonne. Enfin, soyons sérieux. Bonaparte, en réalité, ne s'est pas beaucoup occupé du Code civil. Il le fera appeler plus tard le Code Napoléon. Ça avait commencé, le travail avait commencé dès la Constituante. C'était poursuivi sous la législative, sous la Convention, sous le Directoire. C'est pas lui qui a rien rédigé, vous pensez bien. C'était quand Cambacérès, c'était 3 autres encore.
dont les noms m'échappent maintenant, mais c'est sans importance, et lui n'a pas assisté à beaucoup de discussions sur le Code civil. Il y en a 3 qui l'intéressaient. C'était les questions de propriété, questions de divorce, parce qu'il y songeait, et questions d'adoption, parce qu'il y songeait aussi, n'ayant toujours pas d'enfant. Qu'est-ce que c'est que le Code civil, en réalité? Le Code civil de Bonaparte, c'est un instrument pour transformer la propriété en un sacrement. C'est le but du Code civil. Robespierre était quelqu'un qui avait fait un attentat à la propriété. En mai 93, Robespierre avait dit « Vous dites que la propriété est sacrée, quelle qu'elle soit. Or, je vous demande, interrogez un négrier, demandez-lui quelle est ma propriété, quelle est votre propriété. Le négrier va vous montrer une espèce de cercueil flottant, disait Robespierre, où il y a des hommes, des femmes, des gosses à la peau noire. Et il va vous dire, c'est ma propriété. Eh bien non, disait Robespierre, ce n'est pas sa propriété. Il y a des limites à la propriété. Bonaparte, avec son Code civil, ne veut plus, vous m'entendez, ne veut plus aucune limite à la propriété. Le Code civil, c'est les articles du dogme pour rassurer d'une manière permanente les propriétaires. Outil est abouti. Le droit d'user et d'abuser de la propriété. Et puis dans le Code civil même, il va mettre des articles extrêmement durs contre les ouvriers pour les tenir de plus en plus à sa merci. Il est de plus en plus gentil aussi en même temps à l'égard de la Banque de France, qui lui fait pourtant un tour épouvantable avec l'affaire des négociants réunis que je n'ai pas le temps de vous raconter. Négociants réunis où il s'est produit ceci, que ces négociants réunis d'accord avec la Banque de France, il y avait là Després, qui était à la fois un membre du conseil d'administration des négociants réunis et qui était régent de la Banque de France. Després s'était, paraît-il, avec les négociants réunis, substitué à l'Espagne pour payer les 6 millions par mois. Et il était arrivé à réaliser ce coup fumant d'emprunter à l'État, grâce au trésorier Marbois, d'emprunter à l'État les sommes qu'il lui devait au titre de l'Espagne. 105 millions avaient été inventés par la Banque de France. Peu importe, dit Bonaparte, on va couvrir ça, il ne faut absolument pas qu'il y ait de tumulte. Des gens en avaient entendu parler, si bien qu'on demandait le remboursement des billets à la Banque de France, et il lui déclare expressément, il faut que l'État, que le Trésor soutienne la Banque de France à tout prix, j'annulerai même, je stopperai même la solde de mes soldats. On peut dire qu'il savait vivre à l'égard de l'argent. Alors, c'est ainsi qu'il gouverne la France. Il la gouverne comme quelqu'un qui est à la tête d'un pays qui doit lui rapporter. Il n'est pas méchant pour la France, Dieu sait, c'est ce qu'il nourrit. Et il a une phrase, à Roederer, que je tiens à vous dire en terminant. Cette phrase, la voici. La France, je couche avec elle. Elle fait ce que je lui demande de faire, et elle paie. Les hommes qui font ce métier à l'égard des femmes, je crois qu'ils portent un certain nom, mais je vous laisse le soin de l'articuler.